Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marie-Maude Sylvestre Audette et Philippe Deshaies qui nous parlent de Maison Saint-Dominique. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte apporte son sujet, le besoin de vouloir tout contrôler. Notre collaboratrice Catherine Stassin propose sa chronique « Changer de nom pour déstigmatiser ». Bienvenue chez nous. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités, Marie-Maude Sylvestre Audette. Bonjour Marie-Maude. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission. Merci beaucoup de m'accueillir encore une fois. Oui, ça nous fait plaisir. Tu es directrice générale de Maison Saint-Dominique. On t'a déjà reçu il y a quelques temps à l'émission. Et tu nous as amené quelqu'un d'autre qui travaille aussi à Maison Saint-Dominique, Philippe Deshaies. Bonjour Philippe. Bonjour. Et tu es, bienvenue. Merci de l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. Tu es gestionnaire du parc immobilier des opérations parce que Maison Saint-Dominique, comme tu nous avais expliqué, Marie-Maude, s'occupe d'habitation. J'aimerais ça que tu me rappelles un peu quelle est la mission, en fait, puis pour qu'on comprenne un peu ce que l'organisme fait. Oui. On est parti d'une mission première en 1987 qui était d'offrir de l'habitation dans des quartiers populeux de Montréal à des personnes ayant faible revenu et problèmes de santé mentale. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a l'aspect santé mentale, itinérance là, qui prend davantage de place, mais toujours avec la même mission. Donc, nous, on offre du logement à des personnes en santé mentale avec soutien communautaire et social pour justement aider les gens dans leur rétablissement. Oui, exactement. Puis on le dit souvent, puis tu sais, il me semble, moi je le dis souvent à des gens aussi, il me semble que c'est le minimum. Les gens devraient au moins avoir un endroit avec une clé, avec un lit, avec un endroit où ils peuvent manger, peu importe. Là, tu sais. C'est un minimum en société, puis c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'itinérance, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Puis je pense que vous donnez ça comme mission chez Maison Saint-Dominique. Tout à fait. On oublie certainement que le logement, d'abord avant tout aussi, c'est un droit qui vient effectivement avec des responsabilités, mais en tout premier lieu, je pense que c'est la base du rétablissement d'une personne, de pouvoir avoir un endroit stable et sécuritaire pour se loger, peu importe là, la problématique que tu puisses vivre. Ouais. Puis moi, je dis toujours, c'est aussi d'avoir des réponses à tes besoins qui sont adaptés à même ton habitation sociale, qui est encore mieux. Oui, et tantôt, c'est ça, je te présentais Philippe, tu es gestionnaire du parc immobilier des opérations. Comment tu pourrais nous présenter ce que ça représente, Maison Saint-Dominique? Vous êtes à plusieurs endroits, c'est à Montréal uniquement, j'imagine? Exactement, on est établi dans le fond sur l'île de Montréal. Plusieurs installations, comme vous avez mentionné. Nous, dans le fond, c'est sûr que par rapport à la mission, c'est d'offrir un logement stable et sécuritaire. Et moi, étant intervenant aussi de formation, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de justement avoir une santé des immeubles pour que justement les résidents aient une bonne santé aussi à l'intérieur de nos installations. Oui, et c'est sûr que ces années-ci, puis ça va peut-être se résorber éventuellement, mais on est dans une espèce de crise du logement, tout le monde en parle, ça fait l'actualité de ça. Puis, mais comment vous faites comme organisme pour vous débrouiller, pour trouver des lieux, les faire bâtir? Vous aussi, vous avez ces enjeux-là, donc comment ça se présente? Je pense que c'est vraiment de travailler tout le monde en collaboration. Je vais te montrer un projet de logement social. C'est pas simple aussi. C'est d'impliquer tout le monde, autant les résidents que les gens qui résident là, mais aussi justement de pouvoir travailler avec des professionnels, des GRT, des groupes de ressources techniques qui sont habilités aussi à aller nous chercher des subventions puis faire en sorte des projets viables. Mais c'est sûr qu'au niveau de la compétition, au niveau locatif, de trouver des terrains, ça reste un enjeu effectivement présent. C'est pour ça qu'on a besoin de l'appui des gouvernements puis de tous les gens qui peuvent nous aider là, pour concrétiser ces projets. Il faut qu'il y ait une volonté politique, là, parce qu'en sachant que, oui, il y a une crise du logement pour l'ensemble des gens, mais il y a aussi des problématiques pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont itinérants ou autres. Mais est-ce que le voisinage, c'est un enjeu encore? On se dit souvent, pas dans ma cour, les gens sur papier, tout est beau, on est tous pour la santé mentale, on est tous pour le rétablissement, mais quand c'est le temps d'avoir des gens dans notre quartier, est-ce que ça cause encore un enjeu ces jours-ci? J'ai envie de dire, moi, ce qui est rassurant, c'est qu'on offre le suivi psychosocial aussi. Fait que, il y a une présence d'intervenants dans chaque établissement.
moi, en tant que citoyen, de savoir qu'il y a une maison de type comme on offre à côté, ben ça me rassurerait de savoir qu'il y a aussi une présence d'intervenants pour pas que ça soit non plus n'importe quoi. Ouais. Fait que moi, j'ai envie de répondre à ces gens-là que justement de savoir que ça existe, puis de donner le plus d'informations possible aux voisins. Nous, on est ouverts, on ouvre nos portes. Vous avez des questions, de rassurer aussi. Puis comme on l'a mentionné, le logement, c'est un droit fondamental. Peut-être aussi, c'est de montrer des bons exemples. C'est ça, dans le fond, c'est toujours à refaire parce que si on montre que ça fonctionne bien, il y a un encadrement, l'endroit est bien tenu, etc. Je pense que c'est important. Tout à fait. Je pense que le soutien communautaire a fait ses preuves au fil des années. Puis effectivement, d'offrir le soutien et pas non seulement aux résidents, puis je pense que c'est la première chose, mais aussi à la communauté. Donc, effectivement, les gens, l'entourage, quand il y a... Nous, on voit la réponse positive quand ils voient exactement qu'il y a du suivi, du soutien. Les gens sont contents de nous accueillir. Ouais. Donc, mais il faut investir justement... Oui, dans l'habitation, mais aussi dans le soutien communautaire et social. Est-ce que tous les projets, vous avez plusieurs projets, on parle de Maison Saint-Dominique, mais il y a plusieurs projets établis un peu partout. Est-ce qu'ils ont tous un peu le même aspect ou comment on peut les décrire? Puis où est-ce qu'ils sont à Montréal? Est-ce qu'on peut le dire? Précisément, oui, notre bureau maire n'est pas trop loin d'ici. Dans le fond, c'est Saint-Laurent-des-Pins. Oui. Ensuite, on a une maison exclusivement femmes sur Cherrier-Sherbrooke. OK. Ensuite, on se dirige vers la Maison du Père, qui est Gauchetière-Saint-Hubert. Et après, on va un petit peu plus au nord, dans le fond, dans le quartier Villeray, Saint-Michel. Qui est la plus récente ouverture, en fait, qui est quand même assez récente, là, tout à fait. Qui a eu lieu en 2023 ou 2024? 2024. 2024, très, très récent. Là. Puis, qu'est-ce que c'est comme habitation? C'est des petits appartements, plusieurs appartements? C'est un édifice avec plusieurs étages? Comment ça se présente? Exactement, 6 étages, 37 logements, dont 32 1CC, qu'on appelle une chambre fermée. Okay. Fait vraiment d'une grande dimension, appartement avec toutes les installations, et 5 studios. Dans le fond, c'est comme toute aire ouverte, mais tout le monde peut vivre de façon autonome là, leur propre toilette, leur propre douche, cuisine. Ce qui est un minimum d'avoir une place pour dormir, une place pour faire sa toilette, pour faire à manger, puis de barrer notre porte, puis dormir sur ses deux oreilles. Là. Puis je mentionnerai aussi que dans chaque installation, il y a une salle communautaire pour justement créer des activités avec les résidents qui puissent justement créer leur propre communauté. Ouais. Et les intervenants aussi animent des activités, des accompagnements. Fait que c'est pas juste t'es dans ton logement puis tu fais tes choses. C'est vraiment là, de solliciter cette vie communautaire-là pour aider dans n'importe quelle tâche et de maintenir cette vie communautaire-là du par et pour. C'est important parce que pour s'entraider et tout ça, est-ce qu'on peut tracer un portrait des résidents? Est-ce que c'est très varié? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est dans le même âge à peu près ou non? Comme la société, je dirais que c'est très, très varié. Donc, on a un projet spécifique pour les jeunes adultes. La clientèle, on est intéressé vers la clientèle jeunes adultes. Il y a une dizaine d'années environ, 18-35 ans. On voit c'est vraiment les premiers débuts au niveau de leurs problématiques en santé mentale. Fait que nous, on trouvait ça important de pouvoir les accompagner. Les gens se composent aussi d'adultes là, dans la tranche 35 ans et plus. Puis, ce qu'on voit aussi, nous, ça fait 37 ans qu'on existe. Donc, les gens vieillissent avec nous. Donc, on voit des gens qui sont arrivés à la Maison Saint-Dominique à 40 ans, 30 ans. Puis on vieillit, donc on voit aussi des problématiques liées au vieillissement de la population, perte d'autonomie, etc. Donc on voit vraiment les problématiques, en plus justement des problématiques de santé mentale, de consommation, d'itinérance, puis justement d'habitation. Oui, on voit, c'est ça, l'évolution de Maison Saint-Dominique. Dans les prochaines années, quel est le plan? Quels sont les projets? Est-ce que vous voulez, évidemment, probablement établir plus de maisons, mais comment vous voyez ça? C'est sûr que au moment où on se parle, il y a déjà 2 prochains projets dans le futur qui va naître. 3 nouvelles installations qui ont été créées dans les 2 dernières années. Et l'objectif, c'est de développer davantage pour répondre à ce besoin-là qui est criant. Fait que c'est sûr que moi, je prêche pour ma patrie. Je veux ouvrir le plus de maisons pour répondre à plus de besoins. Ouais. Mais on veut aussi, on a innové dans un de nos projets en ayant 2 familles.
Habituellement, c'est pour personnes vivant seules. Et là, on tente de répondre à ça avec 2 familles. Fait que peut-être des projets futurs aussi de vouloir... D'avoir un peu les deux. C'est vrai, c'est pas juste des gens seuls. On a toujours l'impression que les gens sont seuls. Il y a beaucoup de gens seuls à Montréal. Mais il y a aussi des gens peut-être qui sont dans une situation un peu précaire, mais qui sont en famille, en fait. C'est ça. Ben, effectivement. Puis, tu sais, on se rend compte qu'effectivement, autant... au niveau de la santé mentale, mais les besoins d'habitation sont très grands. Puis je pense qu'effectivement, la mission qu'on s'est donnée, moi et Philippe, de développer, c'est pour justement, tu sais, je pense aussi prévenir d'autres problèmes de santé mentale. On peut, tu sais, juste imaginer quelqu'un qui habite en colocation qui peut juste même pas partir de où il est, puis de se trouver un logement, ben ça peut causer du stress qui peut amener à des problèmes de santé mentale. Donc, je pense qu'on réalise pas comment que la crise du logement, ce qu'on vit actuellement, est très grande. Puis, il faut trouver aussi une variété de logements, autant avec soutien, autant sans soutien. Nous, on prêche pour le soutien, mais aussi l'habitation sociale dans toutes ses formes. Nous, on a vraiment de plus en plus un intérêt à ce niveau. Ouais. Quels sont les principaux enjeux? Est-ce que la lenteur de la bureaucratie, est-ce qu'il y a des affaires qui vous empêchent d'aller plus vite? Est-ce que c'est l'argent carrément? Parce qu'on sait que tout a augmenté. Là. C'est sûr que c'est un enjeu, l'argent. Mais après, oui, effectivement, la bureaucratie, les bailleurs de fonds, les partenariats aussi, les références. Est-ce que vous êtes aussi en partenariat? C'est pas juste des subventions. Il y a les gens sont impliqués. Là, exactement, avec plusieurs autres ressources ou des références avec des partenaires pour justement éventuellement qui viennent loger chez nous. Ouais. Fait que c'est un travail d'équipe, bien évidemment. Et donc, c'est ça. Mais vous réussissez quand même à surmonter. Ça prend de la persévérance. Ça prend de la persévérance. Puis je pense que justement, ce qu'on réalise pas, c'est que le milieu communautaire, puis pas juste Maison Saint-Dominique, mais je pense à tous mes collègues qui développent aussi, ça prend une force puis une volonté de développer. Puis tu sais, je pense qu'une chance que les organismes communautaires sont là pour pouvoir soutenir des projets d'habitation parce que je pense qu'il y en aurait peu de projets là, innovants comme ceux de Maison Saint-Dominique et de d'autres organismes communautaires. Donc, je pense qu'il faut soutenir aussi la cause du communautaire puis de voir comment on est capable, dans des petites équipes, de soutenir des projets d'habitation de millions de dollars, puis de pouvoir les gérer aussi sur du long terme aussi. C'est ça, c'est pas juste de le bâtir ou de l'acquérir, là. Faut que ça perdure. Je pense qu'il y a des choses incroyables qui se passent au niveau de l'habitation communautaire, puis ça, je pense qu'on se doit là, de le démontrer, puis de faire rayonner, puis que justement les paliers de gouvernement puissent nous écouter, puis de travailler avec nous pour pouvoir en développer davantage. C'est une belle cause. Il reste quelques secondes déjà pour l'entretien, mais comment on peut en savoir plus sur ce qui s'en vient, sur les projets, sur votre développement pour les gens peut-être qui veulent même appliquer? Je ne sais pas si c'est encore possible. Est-ce qu'il y a des longues listes? Comment on peut faire? Il y a toujours des listes d'attente, mais je pense que le moyen, c'est quand même de nous contacter. Donc, on peut nous rejoindre par téléphone, 514-845-7793, trouver l'information. On a le site Internet aussi qui va être mis à jour aussi sous peu. Donc, par différents moyens, le contact. Puis moi, j'appelle aussi à tout le monde de la communauté qui veulent s'impliquer puis s'engager. Ben, je pense que ça peut être autant de la main-d'œuvre, autant financièrement, autant au niveau du bénévolat. Ben, je pense que tout le monde est bienvenu à Maison Saint-Dominique, puis on veut vraiment créer une grosse communauté autour de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Maude Sylvestre Audette, directrice générale. Et merci beaucoup, Philippe Deshaies, gestionnaire du parc immobilier des opérations de Maison Saint-Dominique. Bonne continuation et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Merci. Voulez-vous savoir ce qu'on a l'air puis ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, le besoin de vouloir tout contrôler. Ce qu'on appelle control freak, est-ce que c'est ça? Oui, peut-être en anglais. Être control freak, là. Même en français, ça a souvent été utilisé. Oui, c'est adopté. Comme on fait souvent, on adopte directement les termes anglais. Alors, oui, c'est un phénomène, je dirais, qui est assez répandu. Je suis allé voir sur le site, ça s'appelle La Fabrique à Gli
.wordpress.com, Glee, G-L-I-E, j'imagine ça veut dire quoi? C'est le bonheur en anglais, c'est un autre mot d'anglais, je pense. La fabrique à Glee. Alors, l'article s'appelle, ça s'appelle « Besoin de tout contrôler ». Alors, on nous dit aujourd'hui, je veux vous parler d'une fâcheuse tendance que nous avons tous, celle de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Certes, grâce à notre fabuleux cerveau dit supérieur, plus précisément le cortex préfrontal, nous avons la possibilité d'anticiper, de planifier, de raisonner, de résoudre des problèmes. Sans lui, nous serions réduits à réagir comme des enfants victimes de nos tempêtes émotionnelles et incapables d'anticiper et de trouver seuls des solutions rationnelles à nos problèmes. Cependant, bien que le bon fonctionnement du cortex préfrontal soit indispensable dans nos vies, la suractivation de ces fonctions peut représenter un frein à notre bien-être. En effet, on connaît tous des gens qui cherchent à tout rationaliser, tout anticiper, tout planifier. Des maniaques du contrôle qui ne sont bien que lorsque tout est sous contrôle, justement. Dans une certaine mesure, nous sommes tous ainsi, puisque c'est le corollaire des fonctions dites supérieures, entre guillemets, de notre cerveau. Mais chez certains, ce besoin de contrôle est plus présent que chez d'autres et surtout peut devenir handicapant au quotidien. Nous cherchons tous à changer ce qui nous arrive, ce qui en soi est sain, puisque sans cela, nous serions ballottés au gré des circonstances sans moyen d'action sur nos vies. Mais là où le contrôle devient problématique, c'est lorsqu'il se heurte à la réalité, la vraie, la seule et celle que l'on ne peut pas changer. Je veux parler de toutes les situations qui ne dépendent pas de nous. Toutes ces circonstances où notre volonté n'a aucun pouvoir va jouer contre nous. Ce souhait de maîtriser même ce qui par nature est totalement incontrôlable, comme ce que pensent ou font les autres, ce qui se passe dans le monde ou tout simplement dans nos corps. Et que se passe-t-il lorsque l'on cherche à avoir une influence sur quelque chose sur lequel, justement, on ne peut en avoir aucune? Eh bien, je vous le donne en mille. On utilise son énergie en pure perte. Pire, si cela dure trop dans le temps, on s'en rend malade au sens physique du terme. Oui, je vous assure, ce n'est pas juste une formule de style. La science et les cascades biochimiques qui découlent de la réponse au stress expliquent tout cela très bien. Qui n'a pas passé une nuit à ne pas dormir, trop occupé à imaginer des milliers de scénarios possibles pour une situation qui s'est déjà passée, qui n'a pas refait des dizaines de fois un dialogue dans sa tête en disant « Ah, mais j'aurais dû faire ça » ou « Si j'avais dit ça, il se serait passé ça ». Mais le passé appartient au passé et ce qui a eu lieu est définitivement fini et clôturé. Rien ne sert de le rejouer indéfiniment dans votre tête. Vous n'avez pas de super pouvoir, vous ne reviendrez jamais en arrière pour refaire le film. Ou cette autre habitude que vous avez d'anticiper le futur, d'imaginer des dialogues hypothétiques, avez-vous déjà remarqué que peu importe ce que vous avez imaginé, dès lors que la situation implique une autre personne, rien ne se passe jamais comme vous l'aviez anticipé. Oui, c'est assez souvent, c'est ça. Je pense qu'on a tous remarqué ça. Mais je me demande si la société d'aujourd'hui est plus justement en besoin de vouloir contrôler qu'avant. Tu sais, le fait qu'on a certains contrôles sur différents appareils, des choses comme ça, on a plus de contrôle qu'avant, mais je me demande si on n'en parle peut-être pas dans ce texte-là. Mais... Je ne sais pas, mais de la façon dont on nous parle ici, en fait... celle qui a écrit la texte, j'ai oublié de la présenter, elle s'appelle tout simplement Aurore. Alors, cette Madame Aurore semble nous dire que c'est un problème très répandu et comme moi, je pensais que les problèmes de personnalité qui sont tellement répandus datent depuis très, très longtemps. Non, parce que je me dis, tu sais, autrefois, les gens avaient il y avait comme peut-être plus tendance à dire, ben, on fait confiance en la vie, on fait confiance à ce qui nous advient. Mais aujourd'hui, on a tellement de contrôle de plusieurs contrôles technologiques, je sais pas, là, c'est possible. Pas, mais il faut voir. C'est possible, oui. Alors, cette Madame Aurore nous dit donc un conseil, arrêtez de vous torturer l'esprit avec des choses sur lesquelles vous n'avez de toute façon aucun contrôle. Ouais.
Mais, facile à dire. Oui. Alors, elle nous dit, mais je vous entends déjà râler. Tout ça pour en arriver à ça. Ou si c'était aussi simple, on l'aurait déjà fait, puis on ne contrôle pas ce que l'on pense. J'entends aussi des phrases genre « je suis comme ça »,« je ne peux pas changer, je suis fait ainsi », ou « je ne contrôle pas mes pensées et encore moins mes émotions ». Et en un sens, vous avez raison. En effet, vous ne contrôlez pas vos pensées puisque la plupart du temps, vous n'en êtes même pas à l'origine. En tout cas, consciemment. Elles sont le produit de schémas inconscients qui s'activent automatiquement à force d'avoir été joués des centaines de milliers de fois dans votre cerveau. Savez-vous que les scientifiques estiment que nous avons environ 50 000 à 80 000 pensées par jour qui passent dans notre tête et que 90 % d'entre elles sont les mêmes que la veille et les jours précédents? C'est sûrement d'ailleurs de là que vient l'idée reçue selon laquelle l'homme n'utilise seulement que 10 % de son cerveau. On va poursuivre, bien sûr, à l'Espresso allongé, le besoin de vouloir tout contrôler. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, Catherine Stassin amène sa chronique « Changer de nom pour déstigmatiser ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le besoin de vouloir tout contrôler ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'accueille maintenant Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors, une fois encore, une belle chronique de ta part. Ton sujet, changer de nom pour déstigmatiser en santé mentale, bien sûr. Oui, on a remarqué ces 20 dernières années, encore plus ces 10 dernières années, que tout ce qui était troubles dépressifs, on en parlait énormément à la radio, à la télévision, dans tous les médias, et en société, en famille, même quelquefois aussi, avec des amis. Donc, c'est un sujet dont les gens parlent plus ouvertement. Ils avouent, entre guillemets, avoir fait une dépression ou en faire une. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a une connotation qui n'est pas toujours aussi négative que par le passé. Hein, parce que par le passé, c'était « oh, mais remue-toi et bouge un peu, etc. » Ce n'était pas perçu comme une maladie. Là, c'est devenu presque... c'est pas que c'est rien, là, mais non, c'est accepté, en tout cas, je dirais. Puis les gens comprennent un peu plus en général, mais il y a encore des gens qui l'acceptent peu, ou en tout cas qui stigmatisent. Là, il y a toujours, évidemment, des niches ou des milieux où c'est beaucoup moins bien vu et perçu. Bien vu, c'est ça. Mais on sait tous que quand on dit le mot schizophrénie, par contre... On fait un pas derrière alors là, c'est ça. Il y a une grosse connotation négative. Ouais. Et ça, c'est, je pense... à travers le monde. C'est peut-être la problématique de santé mentale qui fait le plus peur, parce qu'on a toujours l'impression que les gens sont violents même, puis alors que c'est un mythe, là. Voilà, comme tu dis, la connotation négative, il y a un peu que les gens en ont peur et qu'ils l'associent à la violence. Et pour faire face à cette perception des gens, un collectif de médecins et de patients... et ça, c'est quelque chose qui se passe en France pour le moment, a décidé de changer le nom de schizophrénie pour déjà, évidemment, il y a l'éducation et l'information, mais pour déjà un petit peu changer la perception. Okay. Alors, ce que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui, c'est comment est-ce que, à travers les médias, on arrive à informer et à mieux éduquer, et aussi, surtout, au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe un peu partout, et surtout au Québec, par rapport à ce terme schizophrénie et à la perception des médias. Déjà qu'on a de la difficulté à l'écrire souvent. Voilà. Comment on l'écrit vraiment? Ça, je vais en parler. En fait, c'est difficile à écrire parce que ça vient du grec. Et ça veut dire, si on traduit littéralement en ancien grec, ça veut dire esprit ou intelligence
fendu. OK. D'accord. Ouais. Et on retrouve d'ailleurs la connotation donc schizophrène, frénétique, frénésie, qui est une connotation plutôt négative aussi, quelqu'un qui a une attitude frénétique lors d'un événement, etc. Donc, les patients et les médecins psychiatres ont décidé, et si on s'attaquait un petit peu à ce problème, et on essayait de changer ça. Et ils vont se rendre compte, évidemment, qu'ailleurs dans le monde, ça se fait déjà. Ah bon? Oui, ça, je vais y arriver parce que je trouve qu'avant, il faut remettre les choses à plat et dire en quoi consiste, en quelques mots, vraiment seulement, la maladie, la schizophrénie. Tout d'abord, on va commencer par dire que c'est différent d'un patient à l'autre. Donc oui, on peut la définir, mais elle va être différente d'un patient à l'autre. Et c'est un trouble qui fait qu'il y a des pensées, des émotions, des comportements qui vont donner lieu à des idées délirantes ou des hallucinations, et notamment les voix que les gens connaissent bien. Dans le langage commun, les gens connaissent l'association d'hallucinations et de voix et la maladie de la schizophrénie. Et de paranoïa aussi qui vient avec. Voilà, ça peut. Là, il y a toute une déclinaison de la maladie, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans. Ouais. Ce sont évidemment des troubles qui doivent être persistants et sévères. Et il doit y avoir évidemment un diagnostic. Et ce qu'on peut dire, et ça c'est du langage de vraiment médical, c'est qu'en fait la majorité, la très grande majorité des patients schizophrènes ne sont absolument pas dangereux. C'est ça. Et c'est un infime pourcentage de patients qui peut porter un geste dangereux. Et là on peut encore distinguer en disant attention, la personne peut être schizophrène, mais l'acte violent ou dangereux ou un peu moins violent n'est peut-être pas non plus relié à la maladie toujours. Donc il faut être très très prudent. Parce qu'on ne spécifie pas toujours quand il y a des actes de violence. Est-ce que la personne était diabétique? Est-ce qu'elle avait est-ce qu'elle avait des problèmes cardiaques? On n'associe pas nécessairement les pathologies de la personne avec l'acte de violence. Alors que la schizophrénie, c'est souvent comme automatique de dire la personne schizophrène, mais il y en a combien de gens qui ont fait de la violence sans avoir ce diagnostic-là? C'est ça exactement. Aussi? Et on entend beaucoup aussi parler des féminicides. Et là, je veux dire, on dit, oh, mais il y a peut-être un trouble mental, etc. Mais bon, il y a un féminicide. Et puis, on va aller voir ce qu'il y avait derrière chez l'homme en question. Mais c'est sûr qu'il y a un trouble, parce que de faire un féminicide en partant, c'est pas normal, là, mais est-ce que c'était... Est-ce qu'on doit associer automatiquement un suivi psychiatrique avec ça? Je crois que c'est une très grande question et qu'il y a tellement de déclinaisons dans les gens qui commettent des féminicides que je n'oserais pas me lancer là-dedans. Je crois que ce serait intéressant d'avoir un spécialiste un jour. Mais donc là, si je continue sur la schizophrénie, en fait, c'est un terme qui apparaît assez tard dans l'histoire humaine, qui est utilisé par un psychiatre en 1911 et qui l'utilise dans le sens que l'on connaît plutôt aujourd'hui, avec les troubles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça fait quand même plus d'un siècle que le mot lui-même est connu, schizophrénie. Oui, mais c'était un petit peu un amalgame aussi à l'époque. On mettait beaucoup de choses dans ce petit sachet schizophrénie aussi. Donc, c'est sûr que ça s'est beaucoup plus décliné, précisé les dernières années et dizaines d'années, on va dire. Alors maintenant... Qu'est-ce que je vais vous raconter? C'est qu'en fait, on va voir différents pays où ils ont déjà fait ce pas de changer de nom. Au Japon, ça date d'il y a plus de 20 ans. En 2002, au Japon, les familles, initiative des familles et des médecins psychiatres, interpellation de l'opinion publique, interpellation des pouvoirs publics pour faire changer le nom, et ils ont réussi à faire changer le nom. Et comme... ça, c'est une caractéristique que je n'ai pas donnée de la schizophrénie, c'est que ça mène à l'isolement suite aux symptômes. Et donc, la personne est vraiment peut-être souvent hors de la société, et comme elle n'est plus intégrée dans la société. J'arrive là au mot qu'ont choisi les Japonais pour remplacer schizophrénie. Ils ont choisi simplement trouble de l'intégration. C'est très large, mais c'est pas stigmatisant. Effectivement, c'est moins stigmatisant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont remarqué qu'en 2 ans, suite au changement du nom, il y avait eu doublement des diagnostics. C'est-à-dire que
Est-ce que les médecins n'osaient pas le désigner? Est-ce que les patients, du coup, ont plus osé parler? Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je trouve ça très intéressant qu'il y ait eu doublement des diagnostics en seulement 2 ans. Peut-être parce que, c'est ça, comme tu dis, les gens n'osaient pas s'afficher comme... Je pense qu'il y a de ça. Donc, ça faisait peur, alors que là, ben, ça dit, c'est plus léger, mais en même temps, effectivement, c'est mieux. Ça leur appartient, c'est aux médecins, ça, ouais. Et aux patients. Alors, en France aussi... Mais ça, c'est beaucoup plus récent. Maintenant, il y a une tribune avec des médecins et des patients qui demandent vraiment le changement de nom. Ben, ils ont montré qu'il y a eu une étude, un sondage qui montrait que juste en France, les pharmaciens qui font partie du corps médical et les médecins généralistes avaient peur de la maladie de la schizophrénie. Ils en avaient peur. Ils avaient peur de violence aussi. Alors que ce eux-mêmes. Voilà, médecins, généralistes et pharmaciens. Et ils ont remarqué, donc, ils étaient absolument pas suffisamment informés et formés. Donc, ils ont dit, bon, vraiment, nous, on a un devoir moral de changer le terme trouble schizophrénique en autre chose. Mm-hmm. Donc, ils travaillent là-dessus pour le moment. Et aux États-Unis également, il y a une étude qui a montré que dans les 20 dernières années, le terme de schizophrénie a été beaucoup associé à la dangerosité et il y a une augmentation. Est-ce que c'est le fait des réseaux sociaux où on prend quelqu'un qui est en crise, en psychose dans la rue? On a beaucoup plus d'échantillons d'images et encore on ne sait pas si c'est exactement ça. Et on peut les arranger comme on veut et on peut faire parler comme on veut les images, ce qui n'est pas bon non plus. Tout à fait. Donc c'est une psychose, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Donc en fait, on voit qu'il y a une augmentation de la peur, de la stigmatisation, de la connotation négative et qu'il faut prendre les choses en main comme l'a fait le Japon, comme le fait la France et comme le fait la Société internationale de traitement des schizophrènes et qui a changé son nom. Donc là, je le dis évidemment pour qu'on le comprenne, mais après, ils sont appelés tout simplement Société internationale pour les approches psychologiques et sociales de la psychose et non plus appelés leur société pour le traitement des schizophrénies et des autres psychoses. Donc, ils ont vraiment donné un autre terme. Pourquoi? Parce que eux, ils trouvent que tout d'abord, schizophrénie, c'est pas quelque chose de scientifique comme terme. Donc, c'est un nom grec qui fait une association, alors qu'en général, les maladies, ça vient d'un médecin qui a découvert la maladie ou ça vient d'une découverte quelconque, comme le sida, par exemple, pour me parler de maladies physiques. Donc, donc, cette société qui est à l'international veut également. Alors, au Québec, j'ai eu beau faire des recherches, je ne vois pas quelqu'un qui a dit « on veut changer de nom ». Par contre, j'ai trouvé vraiment la présidente de l'association des médecins psychiatres qui disait qu'il faut vraiment arrêter les amalgames faits dans les médias parce que ça nuit aux familles, ça nuit aux patients évidemment, mais ça nuit à toutes les familles. Et quand on pense à ça, la population mondiale ou québécoise de personnes schizophrènes, elle est de 1%. Oui, c'est à peu près partout dans le monde, le même pourcentage. 1%, ça veut dire 90 000 personnes au Québec, parce qu'on est 9 millions depuis janvier 2024. Récemment. Et donc, 90 000 personnes au Québec qui sont stigmatisées sans compter les familles autour. Mais tu reviens, je vais juste revenir aux médias rapidement, mais on a beau le dénoncer, puis c'est pas d'hier, là, puis nous-mêmes, on le dénonce souvent, puis plein de gens disent ça, mais j'ai l'impression que les médias, pour faire vendre des choses, pour faire vendre du clic, pour faire des codes d'écoute, ils vont laisser passer, puis ils vont comme le... Tu sais, même si on les informait, puis on les sensibilisait à la cause de faire attention au langage qu'ils vont prendre, on a l'impression que ça passe pas. Il y a plusieurs sortes de journalistes. Hein. Je pense qu'il y a ceux qui vont prendre la peine de s'informer et de mettre en contexte et de mettre à plat. C'est normal qu'on soit choqué par un acte de violence, cela dit, mais il faut aller chercher le pourquoi, le comment, on veut pas banaliser, et mettre en contexte, sachant qu'on a un impact énorme sur la société. Exactement. Donc il faut informer et éduquer les journalistes, il faut qu'eux sentent leur responsabilité morale. Il faut répéter sans cesse, je pense que c'est un peu ça le rôle qu'on a, là. Et surtout, moi j'ai retenu ce mot de la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec qui dit que dans les faits, les personnes schizophrènes sont plutôt à risque d'être, elles, victimes de violence que de causer de la violence. Ah oui. Donc, oui, par la stigmatisation
la violence, ça peut être verbal, c'est l'amalgame dont ils souffrent tous les jours. Oui. On va évidemment laisser des références, quelques-unes, sur notre site web mentionné à Folie Douce, dans la section mentionné à Folie Douce, sur le site antenne.qc.ca, sur ton sujet changer de nom pour déstigmatiser. C'est peut-être un nouveau mouvement. On aura peut-être ça même pour d'autres problématiques. Maintenant, on s'attaque un peu à la schizophrénie. Merci, Catherine, pour cette chronique. Merci, Yvan. Et à la prochaine. Au revoir. Toujours intéressant. Bye. Au revoir. De retour à l'émission Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. De retour au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, le besoin de vouloir tout contrôler. Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, comme à mon habitude, un article qui s'appelle « Besoin de tout contrôler », pour une interrogation. Et j'ai pris ça sur le site Internet La Fabrique à Glie, G-L-I-E, Glie, je pense que ça vient de l'anglais, je peux me tromper, là, mais ça veut dire le bonheur, je pense. J'aurais dû faire un petit peu de recherche, mais en tout cas, c'est écrit par une dame du nom de Aurore. Alors, cette madame Aurore nous dit « Nous avons l'impression d'être aux commandes de notre cerveau, mais au final, énormément de choses dans notre corps, mais également dans notre cerveau, se jouent sans nous. Le cerveau fait bien son travail. Il fonctionne à l'économie. Dès qu'il repère un schéma de pensée qui s'active souvent ou des mouvements récurrents, il les automatise. Ainsi, vos réseaux neuraux vont s'activer automatiquement sans nécessiter d'un effort conscient de votre part, ce qui, en termes d'énergie, représente un gain énorme. Quand on y réfléchit, ce phénomène est un vrai miracle. Mais l'effet pervers de cela est que si vous n'êtes pas pleinement présent à ce que vous faites, vous activez ces schémas de pensée sans même en avoir conscience et en devenez facilement prisonnier. Ainsi, vous avez l'impression que cela fait partie de vous, que votre caractère est figé, alors que la plupart du temps, vos pensées et croyances sont le produit de votre éducation ou d'interactions sociales récurrentes que vous avez repris à votre compte sans même vous en rendre compte. Ainsi, penser que vous ne pouvez pas changer est un agissement du cerveau configuré comme tel pour vous faire gagner en ressources attentionnelles et cognitives, bref, en énergie. Nous pouvons tous changer. Personne n'est verrouillé dans un programme définitif, hormis bien sûr certaines pathologies d'ordre psychiatrique altérant certaines fonctions cérébrales. Il faut avoir la volonté de vouloir changer, en fait. Oui. Ça se fait, des fois, c'est à petit feu, hein, c'est petit à petit, c'est pas du jour au lendemain nécessairement. Ça prend une petite dose de bonne volonté. Ouais. Oui. Alors, Aurore nous dit, de toute façon, si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Croyez-vous que vous êtes piégé indéfiniment à réessayer toujours les mêmes façons de faire ou d'être? Bien sûr que non. Heureusement pour vous, grâce à la neuroplasticité, le cerveau se reconfigure à chaque instant. Chaque pensée configure vos schémas neuronaux. Nous ne sommes pas pris au piège d'une personnalité ou d'un comportement figé. Il me semble que c'est rassurant d'entendre ça. Oui. Bien sûr, changer requiert un effort, puisque, comme on l'a vu précédemment, votre cerveau s'est physiquement câblé pour fonctionner ainsi. Mais celui-ci est plastique. Fonctionner et réagir différemment lui est tout à fait possible. Cela requiert juste du temps, de l'attention, de la concentration, d'observer sa façon de fonctionner, de réagir et surtout d'identifier les pensées, croyances qui s'activent automatiquement en fonction des situations et des circonstances. C'est le principe même de la pleine conscience qui fait tant parler d'elle en ce moment et intéresse fortement les chercheurs en neurosciences cette dernière décennie. Avez-vous remarqué comme certaines pensées peuvent vous laisser désemparé et déprimé? Vous avez l'impression de subir ce qui vous arrive. Qui vous êtes? Vous vous sentez comme victime du destin et cherchez à trouver des solutions pour contrôler vos émotions face à cela. Ce qui ne fait que provoquer un effet rebond en augmentant d'autant votre besoin de tout maîtriser. Ainsi, vous rentrez dans un cercle vicieux, puisqu'à défaut de réussir à vous maîtriser, vous allez maintenant chercher à contrôler votre environnement pour minimiser le stress et apaiser votre état émotionnel. C'est une boucle sans fin, contre-productive et surtout menant à un comportement et à des réactions de plus en plus inadéquates et inappropriées. Aurore nous dit, avez-vous noté que les personnes adeptes du contrôle sont les plus enclines à donner des conseils et émettre des jugements face aux comportements ou aux paroles d'autrui?
Cette tendance à toujours vouloir tout contrôler s'applique avec le temps de plus en plus souvent aux autres, leur comportement, leurs pensées et les valeurs qu'ils défendent. Par cette façon d'agir, on cherche définitivement à retrouver un sentiment de maîtrise qui pourrait nous rassurer et qui nous fait viscéralement défaut en nous-mêmes. C'est toujours plus difficile de travailler sur soi-même, au fond. Et dans le fond, le besoin de vouloir contrôler, je pense que c'est un grand manque de confiance, d'une certaine façon. C'est en la vie, en les événements, en toutes sortes de choses. C'est dur à changer, effectivement. Oui. Alors, Aurore nous dit, c'est assez drôle comme nous blâmons souvent le comportement des autres, mais excusons les nôtres avec des « je suis comme ça, je ne peux pas changer », comme si les autres avaient eu ce super pouvoir d'être toujours parfait dans toute situation avec le comportement et la façon de penser qui correspond parfaitement à nos valeurs. Depuis combien de temps fonctionnez-vous ainsi? Cela vous a-t-il apporté un quelconque soulagement qui soit un tant soit peu dépassé? Un conseil, nous dit Aurore, arrêtez de vous épuiser à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Changez-vous vous-même. Pourquoi ne pas cesser dès maintenant de se mêler des affaires des autres et décider de s'occuper des vôtres? Dans le sens positif du terme, s'occuper de soi. Car finalement, qui choisit de ne pas accepter ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours? Qui lutte pour changer la situation dans sa tête ou dans ses actes? Qui s'énerve, se stresse ou se panique? C'est bien vous. Et qui cela impacte en premier lieu? Encore vous. Alors pourquoi ne pas choisir de voir les choses différemment, de changer votre perception des choses? Car bien que vous blâmiez les autres pour leurs manquements, finalement, qui doit assumer ce qui vous arrive? Ce n'est pas eux, mais c'est vous. C'est votre vie, vos choix, vos émotions, vos souffrances ou vos joies. Finalement, en quoi combattre la réalité de ce qui vous arrive? Va-t-il vous aider, hormis vous apporter un stress supplémentaire? Pourquoi ne pas choisir dans une situation difficile d'agir sur ce qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire votre façon de percevoir les choses, plutôt que de blâmer ou subir ou combattre la situation? Ouais, c'est bien, mais prenons peut-être 5 minutes par jour. Puis, non, mais c'est vrai, faisons le point. Des fois, c'est juste de s'arrêter puis de faire un recul sur notre vie. Puis ça peut sûrement nous aider à changer. Merci Pierre pour le sujet. Le besoin de vouloir tout contrôler. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue mon cher ami. Merci également pour ton espresso et ton espresso allongé sur le sujet le besoin de vouloir tout contrôler. Ouais. Nos invités en début d'émission, Marie-Maude, Sylvestre, Odette et Philippe Dehaye nous ont mieux fait connaître Maison Saint-Dominique. Notre collaboratrice Catherine Stassin était des nôtres. Son sujet, changer de nom pour déstigmatiser. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.